Oral questions, questions orales. L'honorable député de Wellington-Halton Hills. Mr. Speaker. Monsieur le Président, le Canada est en deuil après la mort du constable Mark Pinizzotto. Le Globe and Mail nous dit qu'après l'exécution d'un mandat concernant des fusillades au consulat américain à Toronto, il y a une synagogue, il y avait un réseau terroriste lié à ces incidents et il y a un an, 30 personnes associées au régime iranien ont été ciblées pour des expulsions. Un seul l'a été. Que fait le gouvernement pour protéger les gens de la garde révolutionnaire iranienne au Canada? Je remercie l'honorable collègue. Écoutez, le gouvernement a pris toutes les mesures. Nous prenons très au sérieux ça. Nous avons évalué 18 000 visas en provenance de l'Iran. Tous les hommes en âge de servir dans l'armée ont été revus, épluchés. Nous avons fait 280 enquêtes qui ont suivi ceci et nous avons conclu que 30 citoyens 30 de résidents iraniens pourraient éventuellement être retournés au pays. L'honorable député de Wellington-Halton Hills Nord. Que le gouvernement a fait beaucoup d'analysis, mais le décès du constable Mark Pinizzotto n'est pas un incident isolé. Les Canadiens ont peur. Des balles sont tirées vers des synagogues et maintenant le consulat américain à Toronto est ciblé. C'est une question de sécurité publique. Les Canadiens méritent des réponses. Quelles nouvelles mesures prend le gouvernement pour protéger les Canadiens et pour faire en sorte que les diplomates étrangers de la garde révolutionnaire iranienne soient expulsés? Monsieur le Président, je vais présenter mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches du constable Mark Pinizzotto et ainsi qu'à tous les policiers et policières du service de police de Toronto. Il a été tué alors qu'il participait à une enquête liée à de nombreuses fusillades à Toronto, y compris la fusillade dirigée vers le consulat américain. Des mises à jour seront fournies quand de nouveaux éléments seront connus et nous en apprendrons davantage dans les prochains jours alors que l'enquête progresse et les renseignements seront fournis. L'honorable député, des procureurs américains ont fait le lien entre les fusillades vers la synagogue et envers le consulat. On fait le lien avec un réseau terroriste et semble-t-il que quelques 700 associés du régime iranien pourraient être en opération au Canada. Le gouvernement a ciblé une trentaine de représentants qui devraient être expulsés, mais seulement un l'a été depuis. Le gouvernement peut-il confirmer si plus d'un individu a été expulsé au cours de la dernière année? Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration. Hier, en cette Chambre, Monsieur le Président, nous avons entendu les conservateurs et le gouvernement et pendant un rare moment d'unité, nous avons exprimé nos sympathies envers ce qui s'est passé et nous continuons à condamner ce qui se passe. L'honorable député sait très bien que la garde révolutionnaire iranienne fait partie des groupes terroristes énumérés par le Canada et nous allons toujours continuer de travailler dans l'intérêt de la sécurité publique. Nous continuons d'examiner les demandes de visa. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour maintenir la sécurité. L'honorable député de Wellington-Halton Hills Nord. Il y a un an, le premier ministre a dit que l'ingérence étrangère de la République populaire de Chine était la plus grande menace pour le Canada. Maintenant, nous avons un partenariat stratégique avec la Chine. Il y a un an, on a appris que 30 personnes liées au régime iranien devaient être expulsées. Un an plus tard, seulement un l'a été. Comment les Canadiens peuvent-ils croire que le gouvernement prend au sérieux la question de l'ingérence étrangère et qu'il prend des mesures pour protéger les Canadiens ici au pays? L'honorable secrétaire parlementaire, nous continuons de faire confiance aux organismes d'application de la loi, et en particulier aux agents de l'agence frontalière pour assurer la sécurité des Canadiens. Depuis 2024, la garde révolutionnaire iranienne a été reconnue comme une entité terroriste et tout ce que nous faisons sera conforme à la sécurité publique.
les individus qui contreviennent à la loi sont bien dans la mire du gouvernement, ils peuvent être expulsés. À l'ordre. Merci, Monsieur le Président. Nos pensées vont à la famille du policier. 2 Canadiens sur 5 ont du mal à mettre de la nourriture sur la table. Les banques alimentaires battent des records et des travailleurs vivent dans leur roulotte lorsqu'ils sont obligés de se loger. Pourtant, le premier ministre continue les dépenses extravagantes et les politiques inflationnistes qui ont plongé le Canada en récession, étant le seul pays du G20. Pourquoi refuse-t-il de reconnaître que ces choix font souffrir les familles canadiennes? Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, j'ai une bonne nouvelle pour mon collègue. Hier, le premier ministre annonçait la stratégie canadienne sur la sécurité alimentaire. Alors, elle repose, Monsieur le Président, sur 4 piliers importants. Investir dans nos infrastructures alimentaires régionales pour accroître les choix et la concurrence. Transformer davantage d'aliments ici au Canada. Augmenter la production de fruits et légumes à l'année et réduire la paperasserie. Monsieur le Président, c'est comme ça qu'on met plus d'aliments canadiens sur les tables et réduire le coût à l'épicerie. L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Monsieur le Président, ça fait 11 ans que ce gouvernement libéral est en place et on est encore à mettre des plans en réflexion, en analyse. Pendant ce temps-là, le peuple canadien souffre énormément. Pendant que 2,2 millions de Canadiens ont recours aux banques alimentaires, que 38 % vivent l'insécurité alimentaire et que des familles consacrent plus de 120 % de leurs revenus au logement et à l'épicerie, les libéraux maintiennent les dépenses inflationnistes. Monsieur le Président, pourquoi le premier ministre refuse-t-il d'admettre que ces politiques ont créé cette crise du coût de la vie? Secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, mon collègue le sait très bien que la stratégie alimentaire canadienne va réduire le coût des aliments. En particulier, on va investir 1 milliard de dollars pour faire plus de transformation ici au Canada. Parce qu'en ce moment, on envoie nos produits agricoles à l'extérieur pour se faire transformer. Mais là, on va investir dans ce secteur-là. Ça va donner plus de choix, plus d'aliments canadiens sur les tablettes à l'épicerie. Et ça va rendre le coût de l'épicerie beaucoup plus abordable pour les familles canadiennes. Bravo! Honorable député de Berthier, Masquinongé. Monsieur le Président, la réforme du programme Nouveaux Horizons pour les aînés menace des centaines de projets communautaires. Les organismes ont à peine 1 mois pour s'enregistrer comme entreprise et obtenir un numéro, puis soumettre leur projet. Sinon, ils seront disqualifiés. Hier, la secrétaire d'État aux aînés a répondu à cette préoccupation en leur disant « Arrangez-vous, il reste beaucoup de temps ». Le 14 juillet, c'est demain pour ces bénévoles-là qui n'ont pas de ressources. Est-ce que le gouvernement va retarder sa réforme au lieu de prendre de haut nos organismes communautaires? The Honorable Secretary of State. L'honorable secrétaire d'État, nous avons annoncé des changements au programme Nouveaux Horizons 1 mois avant que les demandes soient accueillies et nous avons présenté une exigence pour un numéro de l'ARC pour veiller à l'intégrité du programme. Voici ce que CAMH dit à propos de l'intégrité du programme. Ils disent qu'ils sont contents de voir cette mesure pour assurer l'intégrité du programme. Ils pensent que cette mesure pour une seule subvention est une bonne chose et que ça appuiera les organismes communautaires et veillera à ce que les programmes demeurent inclusifs. Monsieur le Président, il faut vraiment ne jamais avoir fait affaire avec l'Agence du revenu ni avec Service Canada pour penser que c'est simple. On parle de bénévoles qui s'occupent des aînés, pas d'experts en paperasse. Tout ce qu'on demande à la ministre, c'est de repousser sa réforme le temps que les organismes qui peuvent s'enregistrer soient capables de le faire et le temps de s'assurer que les plus petits organismes locaux qui ne peuvent pas s'enregistrer ne soient pas injustement disqualifiés. Un peu d'empathie pour nos bénévoles, c'est-tu trop demandé? The Honorable Secretary of State Seniors. L'honorable secrétaire d'État pour les aînés. Monsieur le Président, ces changements sont importants pour veiller à l'intégrité du programme. Nous voulons aussi nous assurer que tous les organismes pour les aînés ont le soutien nécessaire. C'est pourquoi Service Canada a fourni des ressources supplémentaires pour veiller à ce que l'obtention d'un numéro d'entreprise soit facile. Il existe un processus en 15 minutes en ligne
disponible, mais aussi du soutien par téléphone qui est disponible. Et ils peuvent obtenir du soutien par le bureau de leur député. Si le député avait été présent aux séances, il l'aurait su. Ce gouvernement manque d'empathie envers les aînés et les organismes communautaires avec sa réforme précipitée de Nouveaux Horizons. Son attitude met en danger des centaines de projets qui favorisent la participation active des aînés et brisent leur isolement. Le fédéral devrait remercier les bénévoles qui se dévouent dans ces projets-là au lieu de les traiter comme des fraudeurs potentiels. Tout ce que les organismes veulent, c'est que le gouvernement retarde sa réforme pour s'assurer que les aînés ne soient pas abandonnés. Est-ce que le gouvernement va retarder la réforme? Bravo! L'honorable secrétaire d'État pour les aînés. Monsieur le Président, nous avons entendu les commentaires des organismes pour les aînés de partout au pays qui sont contents des changements apportés au programme Nouveaux Horizons. Nous avons doublé les montants offerts dans le cadre de ce programme, mais nous voulons aussi assurer l'intégrité du programme pour les prochaines années. Et il s'agit de l'une des seules subventions du gouvernement qui n'avait toujours pas ces exigences qui étaient associées. On veut veiller à ce que le programme soit fiable pour les aînés. L'honorable député de Richmond Center Marple. Monsieur le Président, on apprend par CTV que des aînés dans ma circonscription doivent dormir à Tim Hortons parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se payer un logement alors que le premier ministre dépense près d'1 million de dollars pour du service traiteur de luxe en vol. Le Canada est le seul pays du G20 en récession et les Canadiens ne peuvent pas se payer un loyer. Pourquoi le premier ministre refuse d'accepter les faits comme quoi c'est politique et laisse tomber les Canadiens? L'honorable secrétaire d'État pour les aînés. Monsieur le Président, les aînés partout au pays savent qu'ils peuvent se fier au gouvernement pour les aider. Ça brise le cœur d'apprendre ce qui se passe dans le cas de ces aînés, surtout à Richmond, mais le parti de l'autre côté ne ferait rien pour eux. Il laisserait faire et les laisserait gérer leurs difficultés. Nous bonifions le filet social avec des prestations pour l'épicerie, par exemple, et nous avons une nouvelle stratégie pour la sécurité alimentaire et nous construisons des logements. L'honorable député de Richmond Centre, Marple. Mr. Speaker. Monsieur le Président, au Canada, on constate qu'il y a davantage d'aînés sans abri. Les refuges d'urgence sont surpeuplés. Alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, des aînés survivent avec une pension et ne devraient pas avoir à dormir au restaurant ou à chercher un endroit sûr où passer la nuit. Les Canadiens mérite mieux que cette crise d'abordabilité des libéraux. Le premier ministre va-t-il renverser les politiques coûteuses qui ont créé cette crise pour que les Canadiens puissent arriver? L'honorable ministre, peut-être que le député veut se pencher sur le bilan des votes de son parti parce qu'ils se sont battus contre les aînés, se sont battus contre les augmentations à la sécurité de la vieillesse ou au supplément de revenus garantis. Ce sont des prestations importantes pour les aînés. Et ils ont voté contre les mesures pour les aînés. C'est honteux de les entendre prendre la parole et de parler d'appuyer les aînés alors qu'ils auraient pu participer au travail. L'honorable député de Regina-Wascana. Monsieur le Président, de tous les pays du G20, le seul pays en récession, c'est le Canada. Pas besoin de se demander pourquoi. C'est à cause des dépenses inflationnistes des libéraux, de la paperasse et des politiques contre le développement. C'est tout ça qui a causé la récession et la crise du coût de la vie. C'est à cause des choix des libéraux. Pourquoi le premier ministre ne comprend-il pas que les Canadiens n'arrivent pas et que ces politiques coûteuses ont entraîné la seule récession du G20 et que ces politiques laissent tomber les Canadiens? L'honorable secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Nous n'allons tirer aucune leçon de la part des députés de l'autre côté. Tous ensemble, ils sont là depuis 51 000 jours et ils n'ont jamais fait quoi que ce soit pour aider la Saskatchewan et son économie. Nous composons avec l'incertitude commerciale, avec des conflits, mais depuis septembre, nous avons créé
164 000 nouveaux emplois dans l'économie. L'honorable député, à l'ordre. Monsieur le Président, comme d'habitude, le député libéral de la Saskatchewan ne sait pas de quoi il parle. Moi, je suis là depuis moins de 10 ans et avant d'être élu, un député libéral représentait ma circonscription. Et pendant ce temps-là, les libéraux nous ont offert la taxe carbone, un projet de loi pour empêcher la construction de pipelines et d'autres politiques qui ont entraîné des pertes d'emplois en Saskatchewan. Quand ce député va à une réunion du cabinet, peut-il dire au premier ministre de renverser ces politiques coûteuses pour que les Canadiens puissent arriver? L'honorable secrétaire d'État, Monsieur le Président, nous avons créé 164 000 nouveaux emplois depuis septembre, Monsieur le Président. Le député de Regina parle d'un excellent leader de la Saskatchewan et moi, je suis prêt à comparer le bilan de Ralph Goodale n'importe quand par rapport à leur bilan. Il a fait davantage pour la Saskatchewan pendant qu'il était député que tout le caucus conservateur. Le député de Yellowhead, Monsieur le Président, le Canada est le seul pays du G20 avec un premier ministre qui a mené son pays en récession. Des travailleurs à temps plein doivent vivre dans leur VR parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un toit. Des gens doivent faire des choix impossibles simplement pour survivre. Et en même temps, chaque jour, on apprend des exemples de gaspillage de la part de ce premier ministre, du gaspillage qui va au-delà du bilan de Justin Trudeau. Le premier ministre va-t-il renverser ces politiques coûteuses libérales qui ont causé la récession? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Finances. Monsieur le Président, l'économie canadienne s'avère beaucoup plus résiliente que prévu. 11,5 milliards de moins de déficit et l'économie a créé 88 000 emplois le mois dernier. Nous avons récupéré 80 des emplois perdus à cause du conflit commercial avec les États-Unis. Ce sont de bonnes nouvelles pour notre pays, mais ce ne sont pas les seules bonnes nouvelles. 1,5 d'augmentation dans les dépenses des consommateurs et l'inflation est en baisse depuis que le premier ministre est au pouvoir. L'honorable député de Yellowhead, le premier ministre libéral est le seul dirigeant du G7 qui a mené son pays en récession et les Canadiens paient la note. La famille moyenne doit travailler 160 jours par année pour payer ses impôts. Et donc, ils ont travaillé jusqu'à cette semaine pour payer leurs impôts, payer le gouvernement avant de pouvoir faire des gains pour eux-mêmes. Et les libéraux, eux, continuent d'emprunter, de dépenser, de gaspiller l'argent des contribuables. Pourquoi les libéraux refusent-ils d'admettre que leurs politiques coûteuses ont entraîné une récession au Canada et que leur politique laisse tomber les Canadiens? L'honorable secrétaire parlementaire, si les conservateurs se préoccupent tant de l'abordabilité pour les Canadiens et de l'économie, et pourquoi est-ce qu'ils ont passé 25 heures cette semaine à faire de l'obstruction contre un projet de loi qui offre de l'aide aux travailleurs? Dans ce projet de loi, il y a un crédit d'impôt pour la mobilité des travailleurs et qui leur permettrait d'économiser 6 000 $ par année. Les chiffres d'emploi augmentent surtout pour les travailleurs. L'honorable député de Langley Township, le premier ministre accumule toute une facture pour des services traiteurs luxueux en avion. Mais pendant ce temps-là, les familles canadiennes ont du mal à mettre de la nourriture sur la table. Le premier ministre fait la belle vie, mais il dirige le seul pays du G20 en récession. Va-t-il renverser ces politiques qui ont échoué et qui causent cette crise d'abordabilité afin que les Canadiens puissent arriver à nouveau? L'honorable secrétaire parlementaire. Bon, je ne pensais pas qu'ils allaient poser une question là-dessus, étant donné que nous venons de découvrir que le parti du chef conservateur vient de gaspiller des milliers et des milliers de dollars. Est-ce qu'on veut parler de reddition de comptes? Bien, je pense que de l'autre côté, il devrait se regarder dans le miroir parce que le chef de l'opposition, à l'heure actuelle, gaspille l'argent des contribuables. Saint-Jean, order.
jeudi, 70 scientifiques de 17 pays ont mis à jour les données sur les changements climatiques du GIEC. L'objectif de réchauffement climatique de l'accord de Paris n'est plus atteignable. Le niveau des océans continue d'augmenter à un rythme qui a doublé et le nombre de jours de grande chaleur marine a triplé. C'est la faute de quoi? Ben oui, les énergies fossiles. Puis qu'est-ce que le gouvernement fait? Un nouveau pipeline, puis des nouveaux gazoducs sans évaluation environnementale. Comment les libéraux peuvent-ils suivre le premier ministre dans ce délire? Bravo! Monsieur le Président, nous ne pouvons pas bâtir un Canada propre si nous ne travaillons pas ensemble et si nous ne travaillons pas différemment pour offrir des résultats aux Canadiens. Nous avons mis en place de nouvelles réglementations. Nous avons lancé récemment une stratégie pour l'énergie propre pour doubler notre réseau. C'est une promesse que nous avons faite pour les Canadiens et nous allons y arriver aujourd'hui, demain et pour les générations futures. Monsieur le Président, le premier ministre n'écoute pas la science en matière d'environnement, tout comme il n'écoute pas ses anciens ministres de l'Environnement, tout comme il n'écoute pas son groupe consultatif sur la carboneutralité dont les membres ont démissionné, tout comme il n'écoute pas ses propres députés selon ce que rapportent les médias. Il n'écoute personne, sauf les intérêts des propriétaires américains des gazières et des pétrolières. Il concentre tous les pouvoirs entre ses mains pour faire des pipelines qui enrichissent les Américains. Si c'est ça le Canada fort des libéraux, est-ce qu'ils comprennent que nous autres, on va passer notre tour? Oui. L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, en plus de ce que j'ai dit, nous avons une stratégie pour la nature. Nous allons protéger 30 du territoire canadien d'ici 2030. Et il y a 2 semaines, j'étais sur la côte de la Colombie-Britannique. J'étais là avec le ministre de l'Environnement et nous avons fait des annonces pour protéger 700 000 km² de côte et c'est plus grand que l'île du Prince-Édouard comme territoire. Président, le plan économique des libéraux, on le connaît. 141 milliards de nouvelles dépenses, un déficit de 67 milliards en 1 an seulement, puis un budget qui dit le mot investissement 623 fois, mais qui dépense sans compter. Le Canada est le seul pays du G20 en récession à cause de ces décisions-là, Monsieur le Président. Récemment, il y a 6 000 citoyens qui m'ont écrit, puis leur principal message y est clair. Le coût de la vie, il les écrase. Après 11 ans de décisions libérales, de freiner le développement du pays puis de taxer les citoyens, leurs décisions nous ont menés en position de récession par en position de faiblesse. Quand est-ce que les libéraux vont admettre qu'il faut changer? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, c'est exactement ce qu'on fait depuis 1 an, changer le cap. Nous reconnaissons que nous sommes dans une situation très compliquée à cause de la guerre tarifaire et à cause de la situation économique mondiale. Pour cela, nous avons mis en place des politiques qui vont mener à une diversification de notre économie. Maintenant, Monsieur le Président, j'aimerais aussi mentionner aux collègues, pour la fin de semaine, ça serait bien si vous pourriez consulter le City Hall Business Cycle Council pour une bonne définition de ce qui se passe présentement. Député de Montmorency, Charlevoix. C'est facile de trouver des raisons pour accuser les autres, mais quand on voit un premier ministre dépenser 159 000 $ pour manger dans l'avion pour un voyage seulement, on comprend pourquoi ces décisions nous mènent direct en récession. Pendant ce temps-là, les Québécois, ils comptent chacun des dollars quand ils sont à l'épicerie. Ils dépensent l'argent, les libéraux dépensent l'argent des citoyens comme si c'était de l'argent Monopoly. Quand est-ce que le gouvernement va respecter l'argent du peuple et commencer à prendre des décisions pour alléger leur fardeau financier au lieu de tout le temps les taxer plus pour financer les projets idéologiques du pharaon libéral? Bravo! The Honorable Parliament Secretary, Minister of Finance. Mr. Speaker. L'honorable secrétaire parlementaire. Le député de l'autre côté devrait reconnaître que les experts du FMI et de l'OCDE sont bien reconnus partout sur la planète et ils ont dit que le Canada a la meilleure position du G7 et on devrait avoir la 2e croissance la plus rapide. Ce sont de bonnes nouvelles pour notre pays. Pour les conservateurs, ce sont peut-être de mauvaises nouvelles, mais ce sont de bonnes nouvelles pour le Canada. Nous avons la capacité budgétaire nécessaire pour faire croître notre économie et pour assurer la prospérité pour les
générations futures. Monsieur le Président, ça fait 1 an que ce premier ministre est en poste, mais depuis 1 an, la situation s'est dégradée au Canada. Imaginez, sous son leadership de banquier international bien connu, le résultat, c'est que le Canada, sous ce premier ministre, est le seul pays du G20 à être en récession. Les dépenses inflationnistes, la bureaucratie, les politiques anti-développement ont créé cette récession et surtout ont fait une crise du coût de la vie. À quand des résultats concrets pour les familles canadiennes? L'honorable secrétaire parlementaire. Encore une fois, Monsieur le Président, je suggère à nos collègues du Parti conservateur, pendant la fin de semaine, de lire le C.D. Howe Institute Business Cycle Council pour avoir une bonne connaissance de ce qui se passe présentement sur l'économie canadienne. Au-delà de ça, Monsieur le Président, j'aimerais aussi mentionner à cette Chambre que les taux d'intérêt au Canada, court terme et long terme, sont stables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les marchés financiers ont pleine confiance dans l'économie canadienne, pleine confiance à la gestion de l'économie canadienne par le gouvernement du Canada. Honorable député de Louis-Saint-Laurent, Aké-Wenrock. Oui, Monsieur le Président, j'espère que le député secrétaire parlementaire va passer la fin de semaine à regarder attentivement Statistique Canada qui affirme qu'au cours des 4 derniers trimestres sous le leadership de ce nouveau premier ministre, c'est 3 fois négatif. C'est ça la réalité. Mais aussi, Monsieur le Président, la réalité, c'est que le Canada a la pire inflation alimentaire du G7. La réalité aussi, c'est que 2 200 000 Canadiens doivent manger à la banque alimentaire. C'est ça, la réalité. Et le premier ministre a dit que s'était fait élire en disant « Je vais être jugé sur le prix du panier d'épicerie ». Est-ce qu'il pense à ce panier d'épicerie quand il facture 1 million de dollars pour manger dans son avion? L'honorable secrétaire parlementaire. OK, Monsieur le Président, il y a toutes sortes à faire là-dedans. Bon, on va se concentrer quand même sur ce que moi je pense être l'essentiel. Statistiques. Allons-y avec les statistiques. Ce que les statistiques disent aussi, Monsieur le Président, c'est qu'au mois de mai, l'économie canadienne a créé 88 000 emplois, dont 150 000 emplois à temps plein, Monsieur le Président. Majorité de ces nouveaux emplois dans la construction. Je présume si quelqu'un engage quelqu'un pour travailler dans la construction, c'est pour bâtir quelque chose. 27 000 nouveaux emplois en construction, voilà où on se dirige. Député de Beauce. Les dépenses hors de contrôle des libéraux ont plongé le Canada en récession. Pendant que les Canadiens travaillent fort pour réussir à mettre du pain sur la table, le premier ministre, lui, se paye la traite sur le dos des contribuables. 1 million de dollars en repas pour seulement 14 vols d'avion. Voici ce qu'il aime déguster, Monsieur le premier ministre. Un petit cop de bord de la Normandie, 593 $, faut le faire. La crème brûlée, 4213 $. La mousse au chocolat, 3008. 17 000 de saumon en seulement 3 vols. Il devait être frais, le saumon. Monsieur le Président, le premier ministre, il peut-tu avoir du respect pour nos payeurs de taxes? L'honorable secrétaire parlementaire. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion de me promener partout au Québec l'été passé et rencontrer des producteurs dans la région de mon collègue. Et je peux vous dire une chose, les producteurs sont très heureux de la stratégie canadienne sur la sécurité alimentaire. Parce qu'une façon de rendre la nourriture plus abordable pour les familles... L'honorable député d'Humber River Black Creek. Monsieur le Président, nous avons le cœur brisé suite au décès de 2 agents dans l'exercice de leurs fonctions. 2 agents qui ont risqué leur vie pour protéger nos communautés. Et nos agents risquent leur vie chaque jour pour assurer notre sécurité. Et cette tragédie a été ressentie dans toutes les forces de l'ordre et ressentie par tous les Canadiens. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique pourrait-il nous parler du courage et du sacrifice de ces 2 agents? L'honorable secrétaire parlementaire, j'ai eu le cœur brisé lorsque j'ai appris le décès du policier de Toronto qui a été tué dans l'exercice de ses fonctions hier. Il avait des antécédents professionnels exemplaires s'étendant sur 18 ans. Il a toujours placé les autres en priorité par rapport à lui. Il y a également un autre policier, M. Bally, qui a été tué dans l'exercice de ses fonctions. Il voulait simplement aider les autres. C'était son but dans la vie. À tous les policiers qui travaillent en première ligne, merci pour le travail que vous faites pour assurer la sécurité des Canadiens. Nous apprécions votre travail énormément. L'honorable député de L'honorable député de Similkameen, South
Okanagan-West Kootenay. Monsieur le Président, 300 millions de dollars d'argent des contribuables gaspillés dans le projet prescription. Les députés libéraux, qui sont membres du comité de la santé, ont rejeté toutes les demandes visant à obtenir des explications. Le ministre de la Santé et le PDG doivent témoigner. Les Canadiens veulent savoir en quel honneur l'argent des contribuables a été gaspillé dans ce gâchis. Il faut s'assurer que les caméras demeurent ouvertes et qu'on mène une enquête publique sur le scandale prescription. L'honorable secrétaire parlementaire, merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme le sait le député, de nombreuses questions ont été posées en période de questions et également cette question a été évoquée en comité. Nous avons été très transparents. Nous avons appuyé les décisions et nous revoyons le mandat de l'Inforoute pour s'assurer que le mandat d'ouverture des données soit accompli. Une décision finale sera prise après l'examen. L'honorable député, je prendrais la députée plus au sérieux si elle maintenait les caméras allumées. Et si les dossiers du comité demeuraient transparents. Nous voulons un compte-rendu complet de ce qui est arrivé aux 300 millions de dollars gaspillés, mais il faut que les caméras demeurent allumées. Les Canadiens veulent savoir, entendront-ils parler de prescription mardi ou est-ce que la secrétaire parlementaire éteindra encore une fois les caméras? L'honorable secrétaire parlementaire, nous travaillons très fort au nom des Canadiens. Et je suis ravie qu'il ait été question des caméras parce que il y a plus de 20 heures d'obstruction qui ont été consacrées à l'opposition d'une motion visant à étudier le VIH au Manitoba. Donc, en quoi est-ce utile de bloquer de telles motions? À l'ordre, l'honorable député de Red Deer. Monsieur le Président, la dissimulation de 300 millions de dollars par les libéraux se poursuit. Les libéraux au comité de la santé continuent de bloquer l'enquête sur prescription et espèrent que les Canadiens oublieront ce scandale qui pourrait déboucher sur un possible outrage au Parlement. Les libéraux étaient frustrés lorsqu'ils n'ont pas obtenu de réponse de l'ancien PDG déchu Michael Green. Alors, on a réclamé le silence et la dissimulation a commencé. Quand les libéraux du comité de la santé retrouveront-ils enfin leur voix et mettront-ils un terme à cette dissimulation? L'honorable secrétaire parlementaire, je crois que les Canadiens voient quel est le comportement des conservateurs en Chambre et en comité. Il y a obstruction à certaines motions de leur part, comme par exemple une motion sur l'étude de la situation du VIH au Manitoba. L'honorable député de York-Durham. Jusqu'à présent, en 2026, les autorités douanières ont bloqué environ 1000 expéditions constituant environ 75 millions de dollars, craignant que ces marchandises aient été fabriquées par le recours au travail forcé. Ces informations sont publiques et lorsque j'ai posé une question, on m'a répondu que l'ASFC n'est pas en mesure de fournir les informations demandées. Alors, si les États-Unis peuvent faire preuve de transparence et rendre les informations publiques, pourquoi le gouvernement libéral ne peut pas le faire? L'honorable secrétaire parlementaire. Le Canada et les États-Unis partagent ce même objectif, dis-je, de mettre fin au travail forcé. Par conséquent, nous allons continuer à travailler très fort avec nos partenaires pour assurer le respect des normes en matière du travail et veiller à ce qu'il y ait un commerce fondé sur des règles. L'honorable député de York-Durham. Le problème ne réside pas dans la loi. Le problème découle du fait que le gouvernement libéral a fait preuve de négligence dans l'application de la loi. Et maintenant, ils se sont fait prendre et ce problème met en péril nos expéditions. Il y a des expéditions qui ont été bloquées de Giant et il s'agissait de bicyclettes qui sont disponibles ici
au Canada, à Ottawa et à Toronto. Alors, ces bicyclettes sont-elles disponibles, même s'ils sont issus de travail forcé? L'honorable secrétaire parlementaire, le Canada a pris des mesures pour lutter contre le travail forcé, le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a des mesures qui ont été adoptées par le gouvernement libéral en 2024 et les entreprises doivent signaler tout cas de travail forcé ou de travail des enfants dans leur chaîne d'approvisionnement et prendre des mesures pour y remédier. Il s'agit de rehausser la transparence et de faire en sorte que les chaînes d'approvisionnement reflètent les valeurs des Canadiens. L'honorable député de Terra Nova. Nos traversiers sont essentiels pour notre économie car ils nous fournissent des aliments et des médicaments. Mais il y a eu entente avec le syndicat qui a pris fin en décembre et le premier ministre a dit qu'il était un excellent négociateur. Il devait sauver les négociations avec le président Trump et pourtant nous sommes à 70 jours d'une grève. Et pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'en faire une priorité? L'honorable ministre, merci. Ce n'est pas le gouvernement du Canada ou le premier ministre qui va conclure une entente. Ce sont l'employeur et le syndicat qui doivent s'entendre. Il y a des services fédéraux, dis-je, de médiation qui sont offerts et donc les négociations se poursuivent en vue de l'atteinte d'une entente équitable. L'honorable député de Terra Nova, Monsieur le Président, je vais raconter un secret à cette ministre. En fait, ces traversiers constituent une société d'État fédérale. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Les coûts ne cessent d'augmenter. Personne au Canada ou à Terre-Neuve ne peut assumer cette grève. Il s'agit d'une société d'État. Par conséquent, le gouvernement va-t-il assumer sa responsabilité et obtenir une entente équitable? L'honorable ministre, je crois que le président de la société d'État serait surpris que le premier ministre participe à la négociation d'une convention collective. Il faut que l'employeur travaille avec les employés et nous allons leur fournir les services du service fédéral de médiation pour qu'ils négocient une convention collective. Voilà comment ont lieu les négociations entre employeurs et employés dans le pays. L'honorable député. C'est reparti, Monsieur le Président. Un Canadien sur 5 souffre de la faim et le premier ministre, lui, se régale de repas de 3 services aux frais des contribuables lorsqu'il est en avion au-dessus de l'Atlantique. Et le voilà reparti pour un autre voyage, laissant derrière lui de nombreux Canadiens qui se demandent comment ils vont pouvoir se payer leur prochain repas. Quand ce premier ministre, adepte des voyages et des repas gastronomiques, cessera-t-il de gaspiller l'argent des contribuables pour que les Canadiens puissent à nouveau manger? L'honorable secrétaire parlementaire, nous avons de bonnes nouvelles. Hier, le Canada a annoncé sa première stratégie sur la sécurité alimentaire. Il y aura 30 milliards d'investissements, des investissements stratégiques, des investissements intelligents qui vont bâtir les capacités en matière de chaînes d'approvisionnement locales pour que nous ayons des chaînes d'approvisionnement qui soient plus courte et plus résiliente, et ce afin de faire baisser les prix pour le Canadien moyen. C'est exactement ce que veulent voir les Canadiens. Ils veulent qu'il y ait des progrès en matière de coûts. L'honorable député, cette stratégie ne permettra pas de nourrir des Canadiens qui ne peuvent pas se permettre de payer leur épicerie aujourd'hui à cause des politiques libérales qui nous ont plongés en récession. Peut-être que le premier ministre serait au courant de ce qui se passe si il n'était pas si pressé de fuir le pays. Au lieu de prendre du champagne et du caviar, pourquoi ne revient-il pas à la maison pour aider les 2 millions de Canadiens qui ont recours aux banques alimentaires? L'honorable secrétaire parlementaire,
Je sais que dans la circonscription du député, il y a de nombreux agriculteurs qui vont pousser des produits que nous consommons. Et les gens de sa circonscription sont favorables à une stratégie sur la sécurité alimentaire qui aide l'agriculture, la transformation dans des régions de l'Ontario et du Canada. C'est ça qui va aider à améliorer notre économie, à susciter la concurrence et à faire baisser les prix. Ce sont les causes de l'insécurité au Canada et nous y remédions. Un jeune Canadien sur 4 âgé de 12 à 17 ans a été victime de cyberintimidation. De plus, les jeunes victimisés en ligne sont 3 fois plus vulnérables d'avoir des idées suicidaires. Partout au pays, les intervenants tirent la sonnette d'alarme. La secrétaire d'État à l'enfance et à la jeunesse peut-elle dire à la Chambre ce que fait notre gouvernement pour protéger nos enfants des dangers confrontés en ligne? Bravo! Le secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon collègue pour sa question. Les parents nous demandent de les aider à protéger leurs enfants sur les réseaux sociaux, et nous les avons entendus. La loi sur les médias sociaux impose un âge minimum de 16 ans pour accéder aux réseaux sociaux et 3 obligations strictes: de protéger les enfants, d'agir de manière responsable et de rendre certains contenus inaccessibles. Nous passons à l'action parce que nos enfants le méritent. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Du beurre de la Normandie, du bœuf braisé avec réduction de vin, de la crème brûlée, 95 000 $ de repas de luxe à bord d'un avion. Et pendant ce temps, il y a un quart des Canadiens qui vivent de la sécurité alimentaire. Y a-t-il un député libéral qui va justifier cette situation alors que 2,2 millions de Canadiens ont recours à des banques alimentaires chaque mois alors que ces banques alimentaires se vident? L'honorable secrétaire parlementaire, je demande au Parti conservateur de faire preuve d'empathie, et ce, en proposant des idées qui vont faire une vraie différence. Une stratégie alimentaire a été annoncée hier. Il s'agit d'une mesure tangible. Contrairement au gouvernement conservateur, nous proposons de bonnes idées et les conservateurs continuent de s'y opposer, comme par exemple le programme alimentaire dans les écoles auxquelles ils s'opposent. Nous allons travailler pour les Canadiens. L'honorable député de Dufferin-Caledon, c'est la 11e fois que ce gouvernement annonce qu'il va faire baisser le prix des aliments pour les Canadiens. Désolée si je ne crois pas un mot de ce qu'ils disent. Un autre programme national qui fait des promesses comme un accélérateur du logement qui n'a pas accélérer quoi que ce soit, si ce n'est que donner de l'argent aux municipalités. Si on veut faire baisser le coût des aliments, il faut mettre fin à certaines mesures, comme par exemple la réglementation des emballages ou du plastique. Alors pourquoi ne pas couper dans les taxes pour rendre les aliments plus abordables? L'honorable secrétaire parlementaire, les parties prenantes de tout le Canada disent que cette stratégie sur la sécurité alimentaire va rendre les aliments plus abordables pour les Canadiens. Il y aura 4 stratégies clés. Nous allons bâtir des infrastructures locales et régionales pour qu'il y ait plus d'options, plus d'abordabilité. Nous allons produire davantage. Nous allons produire notre propre nourriture ici au Canada. Nous allons créer davantage d'emplois. Et il y aura donc des légumes qui vont pousser à l'année longue. L'honorable député de Tecumseh Lakeshore, le premier ministre a promis aux Canadiens force et stabilité, mais sous son mandat, le Canada est devenu le seul pays du G20 qui est en récession. Voilà le résultat de dépenses libérales inflationnistes, de bureaucratie et de politiques anti-développement qui ont écrasé les travailleurs, les entreprises et les familles. Les Canadiens méritent un premier ministre qui assume ses responsabilités, pas un qui se cache derrière des prétextes. Ce premier ministre admettra-t-il que ses politiques ont causé cette crise ou continuera-t-il à prétendre que les Canadiens ne souffrent pas sous son mandat? L'honorable secrétaire parlementaire, les conservateurs ne se demandent-ils pas pourquoi les Canadiens ne leur font pas confiance et ne les élisent pas?
Ils n'ont qu'à voir quelles questions ils posent. Nous savons que les Canadiens vivent une situation fort difficile. Il y a une guerre commerciale injustifiée avec les États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui ont un impact sur l'économie canadienne. Nous bâtissons notre économie en nous assurant que nous diversifions nos échanges commerciaux. Nous allons poursuivre ce travail pour créer de bons emplois pour les Canadiens. L'honorable député de South Shore, Margaret. Merci, Monsieur le Président. Chaque été, nous voyons des jeunes de nos communautés qui décrochent leur premier emploi. Ils prennent confiance en eux, ils acquièrent de nouvelles compétences et ils contribuent aux entreprises locales. Cet été, le gouvernement a ajouté 25 000 postes supplémentaires au programme Emploi d'été du Canada, offrant ainsi à 1000 jeunes la possibilité d'acquérir une expérience concrète. La ministre de l'Emploi et des Familles pourrait-il nous dire comment ce programme aide les communautés? La ministre de l'Emploi et des Familles. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à la députée de son travail de représentation de sa circonscription que j'ai eu l'honneur de visiter. Et il y a beaucoup d'entreprises de tout le Canada qui embauchent des étudiants dans le cadre de ce programme. Plus de 100 000 étudiants cet été, ce qui donne aux jeunes l'occasion d'acquérir une expérience de travail de qualité qu'ils peuvent ajouter à leur CV. Et ce programme fournit aux employeurs de nouveaux talents. L'honorable député de Windsor-West, j'aimerais poser des questions en tant que policier. Bon, il a été affirmé que le pont Gordie Howe allait être rouvert. Ensuite, on a annoncé des délais en raison de problèmes techniques. Des questions ont été posées, mais il n'y a pas eu de réponse. Les gens de Windsor ont fait preuve de patience pendant des années. Ils en ont assez de tout ce cinéma. Quelle est la véritable raison de ce retard et pourquoi le gouvernement ne veut-il pas être honnête avec les Canadiens qui ont payé 6 milliards de dollars américains pour que ce pont soit construit? L'honorable secrétaire parlementaire, d'abord, permettez-moi de dire que le pont international Gordie Howe est un lien économique vital entre le Canada et les États-Unis. Nous travaillons en vue de son ouverture en optant pour une approche collaborative qui reflète notre but partagé. Et nous sommes engagés en faveur de l'ouverture rapide de ce pont et j'espère que les députés d'en face est prêt à travailler avec nous pour que ce projet d'infrastructure important soit réalisé grâce à une approche Équipe Canada. Le génocide à Gaza a fait 70 000 morts, dont 20 000 enfants. La situation humanitaire est encore horrible avec des infrastructures dévastées. En même temps, la vie des Palestiniens à Jérusalem-Est et en Cisjordanie est affreuse. Les colonies illégales se multiplient. Les villages, les maisons, les fermes palestiniennes sont détruites sur une base régulière. Selon l'ONU, il y a en moyenne 6 attaques par jour contre les Palestiniens en Cisjordanie. 6 par jour. Quand est-ce que les libéraux vont agir et suspendre nos relations commerciales avec le régime de Netanyahou? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je voulais peut-être aujourd'hui partager le fait que le Canada prend des mesures concrètes pour appuyer une paix juste et durable entre les Israéliens et les Palestiniens. Nous avons joint à l'Australie et au Royaume-Uni pour créer un nouveau Fonds international de la paix. Le Canada investira donc 2 millions de dollars sur 3 ans aux côtés de ses partenaires et le financement sera versé à des organisations de société civile reconnues et dignes, évidemment, de confiance. Cette initiative démontre notre engagement ferme envers une solution à 2 États où les Israéliens et les Palestiniens pourront vivre à côte. Merci. Gentleman for Vancouver-Kingsway. L'honorable député de Vancouver-Kingsway. Les néo-démocrates méritent depuis de nombreuses années en faveur de la création d'un centre culturel philippin dans la région métropolitaine de Vancouver. Notre persévérance a abouti à un engagement dans le budget fédéral en vue de financer cette ressource communautaire indispensable. Après la tragédie de Lapu-Lapu, ce centre est plus nécessaire que jamais. La communauté philippino-canadienne apporte tant à notre pays. Elle mérite un lieu où elle pourra se sentir chez elle. Quand ce gouvernement tiendra-t-il sa promesse et débloquera-t-il les fonds nécessaires pour que ce centre culturel philippin devienne réalité? L'honorable secrétaire parlementaire, merci.
Monsieur le Président, cette question est tout à fait opportune alors que nous célébrons le mois de l'héritage philippin. Nous investissons d'un océan à l'autre et nous sommes prêts à travailler aux côtés de ces députés, aux côtés des communautés pour bâtir un Canada fort. Cela met un terme à la période des questions.